Note aux intervenants. Je suis heureux de vous accueillir dans cette session. Je m'appelle Blaise Vignon, je travaille chez Microsoft France. Chez Microsoft France, je suis Monsieur Startup. Avant d'être Monsieur Startup, j'étais Monsieur Outil de Dev. Ça fait longtemps que je suis toute l'actualité autour du Scrum, l'agilité. Ça, c'est des sujets assez fascinants. La révolution que vit l'industrie en ce moment, j'ai pas envie de dire subit, au contraire engendre. Et dans cette révolution, il y a des acteurs qui sont assez en pointe et des acteurs innovants. Vous connaissez peut-être des Pixies et ainsi de suite. Et on a des acteurs en France qui sont aussi très très en pointe. Et en particulier, il y en a deux qu'on a souhaité mettre en avant aujourd'hui, qui sont Enlive. Je ne sais pas si vous vous présentez sous le nom Enlive aujourd'hui d'ailleurs, sous le nom Enlive, et Callistix. Ce sont deux startups qui fournissent des outils en mode SaaS de gestion de la qualité. Callistix, ça fait 4-5 ans qu'on les connaît. Enlive peut-être plus récemment. Ce sont des outils intéressants pour ce que vous voulez faire. C'est des histoires intéressantes parce que ce sont des outils qui sont développés pour des méthodologies agiles, en méthodologie agile, pour des petits groupes. Et c'est des gens qui, par définition, vivent ce qu'ils développent au quotidien. Donc je pourrais continuer à parler parce que je suis heureux d'être là et vraiment heureux de vous voir dans la salle, mais je vais laisser la parole à Jean-Baptiste. Et puis donc Jean-Baptiste va parler une demi-heure et puis ensuite on aura Callistix, dont j'ai oublié le prénom de l'intervenant, je suis vraiment désolé, qui arrive à l'instant. Okay. Merci bien. Donc Jean-Baptiste Parcé, donc je suis fondateur et directeur technique donc de la société Enlive. Donc tout d'abord, je voudrais remercier tous les sponsors, en particulier Blaise Vignon qui est là aujourd'hui pour nous accueillir au sein de BizPark et puis globalement l'ensemble des sponsors pour que cette journée ait lieu. Je vais présenter rapidement la société et le projet sur lequel donc on a utilisé Scrum et sur lequel on travaille tous en ce moment. Donc la société Enlive est une société qui a été créée en 2009. On est éditeur donc de logiciels spécialisé dans les technologies .NET et en particulier sur tout ce qui est Cloud Azure. Aujourd'hui, on a une dizaine de collaborateurs et le projet phare principal sur lequel on travaille s'appelle Cloud Netcare. Et Cloud Netcare, c'est un outil de test de montée en charge en mode SaaS, qui est aujourd'hui utilise donc pour instancier un certain nombre de ressources le cloud de Microsoft Azure. La particularité de cet outil, c'est de permettre de valider la tenue en charge d'applications web en conditions réelles de test, parce que nous instancions des vrais navigateurs dans le cloud. Donc, l'histoire de projet Cloud Netcare, c'est tout d'abord, quand on a démarré sur le projet, c'est un certain nombre d'incertitudes technologiques. Est-ce que c'était possible d'instancier des navigateurs dans des worker roles Azure, etc., etc. Donc, on s'est posé pas mal de questions autour du fait que est-ce que c'est possible ou pas. Ensuite, il fallait recruter et constituer une équipe performante. Enfin, on avait et on a toujours une grosse pression sur le temps, puisque la notion de time to market est importante dans ce type de projet. Donc on a découpé le projet en plusieurs phases. Une première phase qui nous a permis de lever les interrogations technologiques et en particulier faire une proof of concept et valider que c'était possible techniquement. Ce qui nous a permis de faire dans la phase 2 la feuille de route vers la bêta et donc de commencer à remplir le backlog. Tout ça pour arriver en phase 3 au développement à proprement parler sur lequel on a bien entendu utilisé Scrum dans le cadre donc d'une petite équipe. Les problématiques qu'on avait à relever, c'est la nécessité donc de sortir une première bêta qui va être le plus fiable possible, mais le plus rapidement possible. Et la nécessité de pouvoir, pendant les phases de développement de la bêta, à tout moment s'adapter aux changements, et en particulier le fait d'avoir des contraintes technologiques qui sont apparues, qu'on n'avait peut-être pas levées pendant les premières phases, qui nous permettent d'ajuster au fur et à mesure les développements pour cette bêta. De la même manière, pendant la bêta, c'est être capable d'apporter rapidement des évolutions sur les premières demandes des utilisateurs. Alors bien entendu, pourquoi Scrum ? Tout d'abord parce qu'on a une expérience réussie sur des projets antérieurs, en particulier dans l'expérience que j'ai vue avant sur d'autres projets, d'autres équipes. Donc expérience réussie de Scrum, et surtout c'était pour répondre aux besoins qu'on a évoqués un petit peu plus haut, la meilleure méthode qui nous a permis d'être sûr, d'être capable de s'adapter rapidement aux changements. Une équipe jeune, auto-organisée, correspondait complètement à l'idée qu'on se faisait de la gestion de projet. Donc notre vision et notre équipe de ce projet,
C'est regrouper l'équipe en un seul lieu sur des bureaux open space où les gens peuvent communiquer facilement. Un core team qui inclut dans le product owner et Scrum Master 100% dédié au projet, le moins d'interruptions possible. Des durées de sprint de l'ordre de 2 semaines précisément. Et tout simplement un tableau blanc et des post-it pour initier tout ça. Néanmoins, un Scrum, en soi, doit s'accompagner impérativement de pratiques de développement d'ingénierie, et en particulier les pratiques de test pour être vraiment valables et nous permettre d'aller dans le sens de la qualité de nos développements. Et le véritable challenge, c'est, dans le cadre d'une startup comme la nôtre, c'était mettre en place le plus rapidement possible, dès les premières phases de développement, toutes ces méthodologies de test, en plus donc de Scrum. Et donc, à la base, c'est être capable de bien former les équipes nouvelles aux différents concepts de test. Donc là, j'ai une classification connue des différents tests logiciels. On a les tests donc plutôt techniques en bas, fonctionnels en haut, plutôt équipe à gauche et produit à droite, où on retrouve les tests unitaires et tests d'intégration plutôt côté équipe, et donc les tests de performance, tests de disponibilité, tests de recettes plutôt côté produit. Ce qu'on a tenté de faire, c'est mettre en place des processus qui nous permettaient d'industrialiser et d'automatiser les tests qui sont en rouge, c'est-à-dire tous les tests unitaires et les tests fonctionnels. La principale difficulté, c'est de bien faire comprendre aux développeurs les différences entre ce qu'on va qualifier comme test unitaire et test fonctionnel. Quand on parle de test unitaire, on parle de tests qui vont cibler un composant seul. Et donc c'est des tests de type boîte blanche, on sait précisément ce qu'on va tester, puisque c'est les développeurs eux-mêmes qui écrivent ces tests, et donc qui vont de façon très précise tester les composants de façon donc, individuelle. Contrairement aux tests fonctionnels qui sont faits par des gens qui ne sont pas du métier technique, qui sont du métier fonctionnel, et qui sont des tests de type boîte noire, faits par donc d'autres personnes, et qui ne sont pas des développeurs cette fois-ci. Et le but, c'est de faire en sorte d'éviter au maximum que les développeurs aillent dans des tests hybrides au milieu, dont le but est non clair, et qui demandent une forte maintenance, et qu'il faut absolument éviter. Les tests unitaires, pour aller un petit peu dans le détail, c'est donc des tests au niveau du code. Ils sont vraiment écrits par les développeurs. Ils sont réalisés par des frameworks de tests qui sont inclus dans l'environnement de développement. Le but, c'est de les lancer le plus souvent possible, si possible à chaque build. Et ce qui est important, c'est qu'ils soient indépendants de l'environnement dans lequel ils s'exécutent. A priori, ils ne manipulent pas de données directement. On passe par des frameworks de mock, de manière à ce qu'ils soient reproductibles. On puisse les lancer N fois, sans pour autant que les données en entrée soient altérées par les données en sortie. Donc ça, c'est une vraie difficulté aussi au niveau des développeurs. Aucune erreur au niveau du poste du développeur ne doit être détectée avant de synchroniser le code source au niveau du référentiel de code. Et l'intégrité du build doit rester la priorité absolue pour les développeurs. Nativement, on a utilisé les tests unitaires intégrés dans Visual Studio 2010, puisque c'est nativement dans l'IDE, et ça marche parfaitement. Côté tests fonctionnels, donc c'est les tests au niveau des composants métiers. Ces tests fonctionnels sont décrits par des personnes donc, proches du métier, en l'occurrence nous, le product owner. Ce sont des tests de type boîte noire qui permettent de répondre aux spécifications fonctionnelles du produit. Et ils sont réalisés grâce à des outils non techniques. Typiquement, on utilise, nous, le binôme Fitness Selenium. Donc c'est des produits open source qui permettent de mettre en place Fitness de façon indépendante du projet. C'est très simple d'utilisation sous forme d'un wiki. L'édition des tests se fait à l'intérieur du wiki, les résultats des tests également, de manière complètement déconnectée, indépendante des environnements complexes, on va dire, des développeurs, Visual Studio, Team Foundation Server System, etc. Donc, Fitness, voilà, quelques captures d'écran. Donc, on a tout simplement un serveur web où on installe Fitness et on est capable de faire rapidement des tableaux qui sont en réalité des tests, avec à la fois l'édition et les résultats directement à l'intérieur de Fitness. Fitness pouvant piloter Selenium pour faire des tests via l'IHM. La synthèse, c'est de dire que les tests unitaires, donc c'est des tests qui attaquent directement, typiquement les 3 couches donc d'un projet classique, le code en connaissance précise et intime de la façon dont c'est codé. A priori, il n'y a pas de données qui vont impacter la base de données, tout ça, et donc les données sont moquées, on va dire, avec des frameworks de mock.
Les tests fonctionnels, eux, testent le système de l'extérieur via des interfaces publiques. Eux ont des scénarios de données, donc a priori avec des processus d'inscription, etc., etc., qui, au niveau, comme Fitness, peuvent attaquer le système au niveau des services métiers ou, comme Selenium, au niveau de l'interface homme-machine. L'avantage de Fitness, c'est qu'on peut commencer à développer des tests fonctionnels alors que l'IHM n'est pas encore codé, par exemple. En moyenne, on va dire, les développeurs qui travaillent donc dans notre équipe estiment que mettre en place des tests unitaires du point de vue du développement représente environ 30% de développement de temps en plus. Maintenant, les développeurs sont poussés à sortir des scénarios basiques, donc des happy paths, et ils vérifient donc plus systématiquement tous les cas limites. Ça, c'est intéressant. Ils ont un sentiment d'écrire du code plus robuste. Maintenant, le réel challenge, c'est d'automatiser tout ça et de faire en sorte que les tests unitaires, tests fonctionnels fassent partie d'un processus d'intégration continue. Donc l'intégration continue, au sens large, ça donc c'est un schéma classique que je fais, où on a donc les développeurs qui sont chacun sur leur poste de travail, qui font un build local, qui committent donc le code source sur le référentiel de code source, et tout ça va sur un serveur d'intégration. Donc la première étape, c'est de récupérer les dernières codes sources committées. Ensuite, c'est de vérifier les dépendances. Suite à ça, vérification des règles de codage. Puis, il lance automatiquement la compilation. Ensuite, le serveur d'intégration continue donc va réaliser des tests unitaires automatisés, plus des tests de couverture de code, savoir si les tests couvrent effectivement l'ensemble du code ou pas, ou une majorité. Si tout se passe bien, on déploie sur un environnement d'intégration où on passe donc les tests fonctionnels, automatiquement. Ensuite, on génère des rapports, et si voilà tout est bon, on dépose une version sur un entrepôt d'entreprise où la version en question, sur étagère, est disponible pour les équipes de production pour mettre en environnement de recettes, voir si les tests de recettes sont bons, déployer en production. Voilà le principe de base de système qu'on met en place. Au niveau du workflow, c'est très simple. J'ai des équipes qui vont développer donc un certain nombre de choses, comité du code source. Si les tests unitaires sont rouges, il y a un feedback direct qui est fait au niveau des équipes de développement, qui les corrige. Le système rebuild l'application. Si le test passe bien, on va essayer de passer le test fonctionnel. Pareil, s'il y a un problème, il y a un feedback. Et l'équipe est automatiquement prévenue. Le service d'intégration continue prenant en charge donc l'ensemble et automatisant l'ensemble de ces tâches qui sont ici en bleu. Les points clés, pour réussir à vraiment mettre en place correctement un système d'intégration continue avec l'ensemble des tests, c'est connaître le mieux possible les différents aspects du projet pour pouvoir automatiser simplement les différents outils. Ensuite, c'est instaurer une véritable culture de projet autour de la pratique de l'intégration continue pour que l'intégrité du build reste une priorité absolue pour l'équipe. Pour mettre en place un processus performant, il faut vraiment faire en sorte que le développeur reste au niveau de son environnement dans un confort de travail qui lui permet d'avoir un build très rapide et de déporter des tests unitaires éventuellement longs sur le serveur d'intégration. Lui va faire des tests qui lui permettent de builder en quelques secondes. Et bien entendu, faire en sorte que les développeurs synchronisent leur code le plus souvent possible pour que le gap entre deux intégrations soit le plus petit possible. Comment on a utilisé tout ça? On a utilisé Team Foundation Server pour tout ce qui était donc lancement des builds, donc intégration continue. Donc ici on voit qu'on a des builds qui sont lancés tous les jours à 1h du matin, plus des builds qui sont en continu dès qu'un commit est fait sur la base. Là c'est le workflow qu'on retrouve dans Team Foundation Server pour lancer justement un process d'intégration continue et les résultats. Donc Team Foundation Server s'occupe des tests unitaires. Derrière on a un cruise control donc .NET qui est déclenché par Team Foundation Server et qui nous lance les tests fitness qui eux donc sont directement intégrés à l'intérieur de cruisecontrol.net, sachant qu'on peut aussi piloter des tests via l'IHM, via Selenium. Donc là, c'est des rapports de tests côté fitness, donc plus côté product owner, tests fonctionnels. Et donc là, c'est des rapports de tests fitness à l'intérieur de Cruise Control. Notre vision globale sur les tests, c'est d'aller un petit peu au-delà donc des tests unitaires et tests fonctionnels, en disant que la problématique de performance, à notre sens, doit être prise en compte le plus tôt possible dans un cycle de développement de projet.
Et aujourd'hui, c'était compliqué, et c'est pour ça qu'on a souhaité développer un produit en mode software as a service, en mode SaaS, qui permettrait d'intégrer facilement des tests de performance dans les premières phases de développement de projet. Donc pour ça, il fallait démocratiser et simplifier les tests de charge, et c'est pour ça qu'on a développé Cloud Netcare. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite démonstration rapide de Cloud Netcare qu'on lance aujourd'hui en version bêta privée. Voilà. Donc je vais appeler Ali, donc un des ingénieurs de l'équipe, qui va venir m'aider à faire cette démonstration. Vas-y, tu peux y aller. Je vais rester là. Donc voilà, ça c'est le produit qu'on a fait. L'objectif étant de simplifier le test de charge et d'utiliser donc le cloud Azure pour instancier des utilisateurs virtuels. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire tout simplement un nouveau test. L'objectif, c'est dans un premier temps de créer des scénarios. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire naviguer des vrais navigateurs, donc Firefox en l'occurrence, en suivant un certain nombre d'étapes bien spécifiques qui donc vont être définies. Donc on a deux modes de création de scénario. Scénario simple, donc on va faire un premier scénario simple sur un site que tout le monde connaît, le site du Louvre, où on prend tout simplement les URL directement dans la barre de navigation et on les copie-colle, nous, dans l'interface pour être capable, voilà, de créer une petite navigation. On va prendre 2-3 étapes. Alors on voit qu'à côté on peut effectivement vérifier la présence de texte. Ça veut dire si il y a un texte présent dans la page, en l'occurrence à la une, on peut faire en sorte que le système vérifie automatiquement que ce texte est présent quand il va arriver sur la page, pour nous valider ou non voilà, le fait que le texte était vraiment là. Donc on va faire une dernière étape. Donc ça c'est pour ceux qui le font en toute indépendance. Je fais mon petit test, je fais ajouter. Bon, c'est pas grave, on peut faire un... Donc une fois qu'on a fait ce petit scénario, on va passer dans l'étape suivante et on voit en haut qu'on a un chemin de fer où on fait ce qu'on appelle l'analyse. En fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on lance le test pour un utilisateur qui va donc instancier un Firefox, etc. et qui va dans Azure aller voir le site en question et nous remonter un certain nombre d'informations sur les différentes URL qu'on vient de taper. En l'occurrence, l'ensemble des requêtes HTTP qui ont été demandées lors de l'affichage de cette page. Alors ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, on a une petite capture d'écran pour aussi nous bien signifier où on est dans notre scénario. Et donc, on est capable d'analyser, en regardant par exemple sur cette page-là, il y a 55 requêtes HTTP qui ont été faites avec toutes les sorties, toutes les URL qui sont utilisées pour ce test. Donc, on va maintenant faire une deuxième création de scénario, qui est un scénario de type Selenium, où le but c'est d'utiliser un outil qui est un plugin à Firefox, qui permet de façon très simple, alors on va prendre comme exemple, on va tester le site du French Scrum User Group, et en lançant Selenium, donc on se met en mode enregistrement, et on va tout simplement surfer sur le site, comme on surfe normalement, et en même temps le système enregistre l'ensemble des actions qui sont faites sur mon site. Donc de la même façon, je peux sélectionner du texte, faire un clic droit, vérifier si le texte est présent, donc ça c'est enregistré dans le système. Voilà. Une fois que j'ai terminé mon scénario, je vais arrêter mon script Selenium et je vais récupérer le script qui a été généré par le plugin et je vais le copier-coller directement dans Cloud Netcare. Ensuite, on va faire envoyer. Là, le système va parser l'ensemble des données, regarder ce qu'il en est, et on passe à l'étape suivante et on se retrouve dans l'analyse. Donc là, de la même façon, on a créé un scénario, cette fois-ci de façon encore plus conviviale. Donc là, on va relancer l'analyse. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on détecte, de la même manière qu'on va détecter toutes les requêtes HTTP, on va détecter aussi toutes les URL sur lesquelles sort toutes les requêtes HTTP sortantes. Et donc, il va falloir qu'on valide un certain nombre d'URL, qu'on est réellement propriétaire pour pouvoir lancer un test de charge. Donc là, tout est bon. On va faire étape suivante.
Et donc on arrive à la troisième étape ultime de réglage pour mon test. Donc par exemple, je vais mettre 1000 utilisateurs. Donc le but c'est qu'ils jouent ce scénario qui donc a une durée moyenne de 37 secondes. Alors je peux choisir l'origine géographique, pareil. Donc Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, etc., etc. D'où va partir les utilisateurs virtuels. Ensuite, je peux planifier ou pas le test. Hein. Donc là, je peux mettre n'importe quelle heure possible donc, à venir. Et ensuite, je vais donc spécifier la durée du test. Donc, en l'occurrence, 15 minutes de temps global et le temps de la rampe de montée qui voilà, peut être ajusté. Et donc, c'est paramétré, on peut lancer. Donc, on va le lancer. Et là, il va nous dire qu'on ne peut pas le lancer parce que on n'a pas validé l'URL principale. L'URL principale, pour éviter les attaques par déni de service, il faut impérativement prouver qu'elle nous appartient en téléchargeant un fichier et en étant capable de la mettre sur le site qui est le nôtre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test à 50. Là, on n'oblige pas la validation de l'URL principale. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on instancie dans Azure suffisamment de machines pour pouvoir lancer le test. Alors, on ne va pas vous faire attendre le test. On va plutôt regarder des résultats qu'on a déjà fait. Par exemple, un test donc sur un système sur notre site à 250 utilisateurs virtuels. Et on voit de façon très claire ce qui se passe. On a ici le temps de réponse en secondes. Donc on voit qu'on est entre 5 et 30 secondes. On a ici un timeout au bout de 30 secondes. Notre système est complètement saturé autour de 50-70 utilisateurs simultanés qui sont en train de naviguer. Donc c'est pas terrible. On peut faire une analyse plus fine par rapport au scénario que j'ai rentré, à savoir la bande passante moyenne, etc. Et puis j'ai aussi un détail step by step. Hein. Donc si tu peux cliquer là sur le détail. Pour cette étape, qui peut être différente des autres, comment s'est comporté le système et le temps de réponse. J'ai bien entendu aussi accès à la bande passante et au nombre de requêtes par seconde. On va aller juste pour conclure sur un dernier test qu'on a fait, qui lui est un test à 1000 aujourd'hui utilisateurs virtuels, sachant que c'est déjà beaucoup 1000 pour qualifier un site. Où là on a des temps de réponse qui sont relativement bons et donc on valide un certain nombre de technologies derrière donc là typiquement on passe de 0 à 1000 users en 15 minutes et on voit qu'on a des temps de réponse qui sont inférieurs à la seconde, même autour de 1000 utilisateurs simultanés qui sont en train de surfer. Donc l'intérêt c'est vraiment de connaître le point de rupture d'un système et de faire ça de façon très simple. Voilà, je vais conclure juste, si tu peux revenir sur le PowerPoint, en vous disant que on lance donc aujourd'hui officiellement une bêta privée et donc les personnes qui sont ici présentes dans la salle peuvent accéder à Cloud Netcare aujourd'hui et ce qu'on fait c'est qu'on vous donne un code invité qui vous permet d'accéder au système et d'avoir un certain nombre de ressources gratuites qui sont mises à disposition pour vous, pour pouvoir tester le système à votre convenance. On est en phase bêta, donc il peut y avoir encore quelques problématiques. Néanmoins, voilà, on lance officiellement aujourd'hui ce système. Je vous remercie. J'ai pas parlé de pricing, j'attendais des questions éventuellement. Ou on prendra les questions en fin de session. Je laisse plutôt la... D'accord. Ok, si vous avez tous noté le code, on enlève ça. De toute façon, c'est webcasté, le code tout le monde l'a maintenant. C'est bien, pas de problème. Donc si vous avez des questions particulières, oui. Oui. Aujourd'hui c'est du Firefox, dans notre première version, oui. Oui, tout à fait. Et c'est paramétrable. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Comment on te contacte? Comment on me contacte? Directement sur le site cloudnetcare.com.
On a un blog, on a des Twitter, etc. Et donc Jean-Baptiste Marcet, vous pouvez directement envoyer un mail, me contacter pour avoir plus d'informations. Et je suis disposé à répondre à toutes les questions et à venir vous rencontrer si besoin pour évoquer cet outil. Oui. Combien ça coûte? Alors là, j'ai peut-être laissé la parole à la personne, enfin, directeur commercial qui a réfléchi au sujet et qui va vous répondre. Je préfère. Bonjour, Christian Sayeg, merci Jean-Baptiste. En fait, justement, sur cet aspect-là, on n'a pas arrêté d'une manière définitive la politique tarifaire, tout simplement parce que, comme vous l'avez vu aujourd'hui, on est en phase de bêta-test. On souhaite avoir un retour d'expérience grâce à vous, sur l'utilisation de l'outil, sur la pertinence et puis éventuellement les améliorations ou la qualité que vous y trouvez. Et en fonction de tous ces éléments, on ajustera la politique tarifaire dans une période à venir assez rapide, probablement le deuxième semestre de cette année, en fonction de la manière dont les choses évoluent. Parce qu'on veut aussi s'adapter sur la concurrence entre guillemets qui existe, qui est plutôt présente aux États-Unis et qui correspond pas d'une manière précise à ce qu'on propose aujourd'hui. Parce que comme a dit Jean-Baptiste, on instancie effectivement de véritables navigateurs et pas de simples requêtes HTTP comme la majeure partie des outils proposent aujourd'hui. Donc pour répondre à votre question, d'une manière précise, on n'a pas arrêté de politique tarifaire. Voilà, on va le faire. Et on l'a fait exprès. Mais elle sera agressive. Par rapport à, pardon, merci Blaise, oui, pour préciser, le but c'est un outil de meilleure qualité qui offre plus de services à un tarif bien moindre que ce que propose la concurrence aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment ça la stratégie de la politique qu'on veut mettre en œuvre. Merci, pardon. La parole donc maintenant à Calistic. Calistic, c'est une entreprise qu'on connaît un petit peu chez Microsoft. Moi, ça fait 3-4 ans que je tourne autour des outils, des méthodes de développement, et ça fait 3-4 ans qu'on les connaît. C'était un des premiers outils en mode SaaS, je crois qu'on peut le dire. Très orienté qualité, avec de la recherche fondamentale dedans, mais je vais pas faire leur pitch, je les laisse. Merci. Bonjour à tous. Alors moi je suis Sylvain François de la société Calistic. Je suis le directeur R&D. À l'origine, c'était Marc Rambert qui devait intervenir, donc c'est le président. C'est un petit peu perdu au change. Le sujet d'aujourd'hui, c'est notre vision de la qualité pour accélérer la mise en production à partir du déploiement et en passant par les tests. Donc, je vais essayer de montrer des choses concrètes. Donc Calistic, on est une start-up qui a 4 ans, on est sur Lyon. Effectivement, on était parmi les premiers à se mettre sur un mode SaaS pour délivrer notre produit. Donc notre produit, c'est une plateforme accessible sur le web, vraiment en mode SaaS. Aujourd'hui, elle a 2 axes majeurs. Le premier, c'est ce que disait Blaise, c'est autour de la qualité du développement, donc toute une partie qualimétrie. Et le deuxième axe sur lequel on travaille de plus en plus, c'est vraiment sur l'aspect processus, pour améliorer toute la partie phase de test. Vous verrez à quoi ça peut ressembler. Donc, par rapport à Scrum, donc notre équipe R&D, on est 7. Et effectivement, on a une vision agile depuis le début, mais vous verrez que c'est une vision assez pragmatique. Donc les besoins d'agilité, pourquoi on a choisi l'agilité depuis le début, c'est le côté, nous on était sur un marché qui était assez innovant à l'époque, sur notre manière de faire et sur le domaine métier. Donc, on avait besoin vraiment de réactivité classique. L'autre chose dont on a parlé aussi un peu avant, c'est l'aspect équipe de développement. On voulait une équipe qui soit assez auto-responsable, qui puisse agir sur différentes activités. Donc concrètement, on n'a pas de gens spécialisés sur les tests ou sur le support. Donc nous, l'agilité, c'est un point important pour ça. Et le troisième point, qui est un peu plus spécifique, c'est que nous, notre sujet, ce qu'on délivre aux clients, ça s'applique à nous-mêmes. Du coup, vous verrez qu'on propose des choses spécifiques à l'agile, je sais pas, autour des user stories et autres. Et nous, on a aussi intérêt à pratiquer. Scrum, c'est ce qu'on a mis en œuvre depuis le début. On l'a toujours utilisé comme une boîte à outils. Donc on ne cherche pas à appliquer une méthodologie point par point. On est assez pragmatique. Moi, il me semble que c'est la bonne manière de faire. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est l'adapter à nos spécificités. Donc concrètement, nous, on a une équipe qui est stable depuis 4 ans, qui a des compétences techniques assez hautes. On veut que l'équipe soit autoresponsable. Du coup, il y a plein de choses dans Scrum qu'on a pas retenues en disant ça pour nous, ça apporte pas forcément grand-chose. Alors que c'est sûrement intéressant dans d'autres contextes.
Donc nous, concrètement, ce qu'on retient de Scrum, c'est le daily Scrum le matin. Pour moi, c'est la chose la plus importante. C'est la gestion de la backlog, les rétrospectives, ce genre de choses pratiques. Alors, moi, je me suis toujours senti assez proche de la philosophie agile, sauf sur un point qui m'a toujours un petit peu gêné, c'est le rebut qu'ont les agilistes par rapport à l'outillage. Un agiliste, quand il vous présente ses méthodes, il vous parle de son stylo, de son post-it, de son tableau. Quand vous lui parlez d'outils, il est souvent un petit peu sur la défensive. À la base, l'idée, c'est de dire ce qui est important, c'est l'humain. L'outil, ça peut un petit peu séparer les gens, un peu les isoler. Moi, ma vision, et celle qu'on met en place chez Calistic, c'est de dire l'outil, c'est toujours... moi, je ne peux pas me passer d'un outil. J'écris quasiment plus avec un stylo. Ne pas avoir de copier-coller de fonctions de recherche et autres, pour moi, c'est inenvisageable. Donc nous, on est vraiment sur une approche d'outillage logiciel, mais vraiment en tant que support. Nous, concrètement, chez Calistic, on a plein d'outils je sais pas, pour gérer les user stories, pour les tests et autres. Ça ne nous empêche pas de dialoguer en continu. Donc nous aussi, on est en open space. Et qu'il y a quelqu'un qui va créer une fiche de bug, il va en parler aussi aux autres. Donc pour moi, c'est pas des choses... Agile ne veut pas dire fonctionner qu'en mode de préhistoire avec un stylo. On peut aussi utiliser des outils. Donc là, celui d'avant paraissait intéressant. Et j'espère que le nôtre l'est aussi. Donc maintenant, j'en viens au fait. Donc l'agilité au service du déploiement, de la mise en production. Donc le principe de base, le postulat, c'est de dire, quand vous développez une fonctionnalité, elle a une valeur que quand elle est déployée. Donc il y a certains acteurs qui sont assez bons pour communiquer en avance de phase et commencer à vendre des choses qui ne sont pas encore utilisables. Mais dans la majorité du temps, il faut arriver jusqu'au déploiement pour vendre sa fonctionnalité. Nous, le choix du mode SaaS, c'était justement pour ça, pour accélérer ce cycle, en disant, en mode SaaS, on est capable de déployer super rapidement. On n'a pas un mode de distribution complexe, avec différentes plateformes où il faut être compatible. Alors nous, on a une plateforme web, après on a plein de plugins autour. Donc en gros, on fait un déploiement quasiment toutes les semaines. Et la plateforme elle-même, c'est à peu près tous les mois. L'autre point intéressant par rapport à ça, c'est le support. Quand vous êtes en mode SaaS, vous avez un dialogue instantané avec le client. Vous voyez ce qu'il fait. S'il y a une erreur, à la limite, vous le savez avant lui. Donc du coup, pour tout l'aspect aussi patch, correctif, c'est un mode super intéressant. Et pour nous qui vivons avec toute cette vision un petit peu agile, un peu réactive, dynamique. Donc maintenant, on va vous montrer un petit peu comment on voit les choses. Tout à l'heure, je parlais de vision pragmatique. Concrètement, nous, ce qu'on cherche, c'est pas la perfection. Autant au niveau du développement que des tests, que du déploiement. On ne cherche pas nous-mêmes, et puis on n'encourage pas nos clients à faire des choses parfaites en disant plus vous allez mettre de l'effort sur cette perfection, plus ça va vous coûter et moins vos fonctionnalités seront délivrées vite. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment trouver l'équilibre entre faire des choses bien et de manière pas trop coûteuse. Donc ça, on essaie de le faire au niveau du développement. Donc concrètement, vous verrez ensuite en termes de qualité, de ne pas viser la surqualité, en termes de tests et aussi en termes de mise en production. Alors tout ça, ça s'inscrit dans un mouvement qui buzz un petit peu en ce moment, qui est le mouvement DevOps, qui vise à dire on essaie de fluidifier le passage du développement vers la mise en production, en essayant de faire les choses de manière pragmatique, de ne pas faire de cassure entre chaque étape du processus, donc typiquement entre ce qu'on verra ensuite entre les développeurs et les testeurs. Donc nous, on est vraiment sur cette vision. Donc si je commence avec la qualité des développements, alors nous, c'est vraiment c'est par quoi on a commencé chez Calistic, c'est proposer une plateforme orientée callimétrie. Donc nous, on est sur du code Java et C#, et on a commencé à proposer tout un système pour analyser le code et restituer des informations simples à comprendre. Donc nous, le discours depuis le début, c'est de dire ça sert à rien de viser la qualité zéro défaut. Il y a plein d'outils qui permettent de faire ça, qui vont analyser le code, qui vont vous sortir des milliers de défauts. Si vous cherchez à tous les corriger, vous en sortirez jamais. Et en plus, il y en a certains, en les corrigeant, qui vont introduire des régressions. Ça peut être aussi un peu dangereux.
Donc nous, la vision, c'est vraiment de dire, corrigez ce qui est important, focalisez-vous dessus, et puis ayez connaissance qu'il y a encore quelques soucis, mais qui ne sont pas forcément primordiaux. Je reviens sur l'aspect outils. Faire ça sans outils, ça me paraît assez délirant. Donc, moi, j'ai vu des équipes, effectivement, où il y avait quelqu'un qui faisait une revue de code systématique, un expert. Maintenant, il y a tellement d'outils qui permettent de faire ça. Alors, il y a des outils qui sont assez bruts. Nous, on essaie justement d'être un peu plus orienté opérationnel, avec tout un système de gestion collaborative. En tout cas, il y a une telle offre là-dessus que c'est vraiment dommage de s'en passer. Sur la qualité des développements, le message aussi qui est évident, mais qui est toujours bon à rappeler, c'est que rien vaut une bonne montée en compétence des équipes. Alors au-delà du recrutement, pourquoi pas recruter des débutants, mais après l'aspect dynamisme technologique, veille, mini-formation, revue de code croisée, c'est un aspect qui est super important. Nous, par exemple, toute cette gestion de la calorimétrie chez nous, ce qu'on cherche à faire dans l'outil, c'est pas tellement sortir des listes de bugs, c'est aussi former les développeurs pour leur dire, voilà, là, il y a une erreur, voilà comment ça se corrige, voilà à quoi ça fait, voilà quel est le trait fonctionnel, à quoi ça se rapporte au niveau technique, métier ou autre. On essaie vraiment de faire monter en compétence les équipes. Enfin, nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Et, enfin, nous, on voit que ça marche. Le deuxième point sur la qualité, c'est tout ce qui concerne les tests unitaires. Donc, on en a parlé un petit peu avant. Donc, je rappelle, les tests unitaires, c'est vraiment au sens code. Donc, c'est le développeur qui va tester son code. Donc, concrètement, une méthode de son code. Là-dessus, notre vision, c'est pareil, c'est de dire, on peut tester à 100%, enfin, on peut essayer. Il y en a qui arrivent à le faire. Moi, ça me semble aussi un peu délirant. Donc, il y a des outils qui permettent de mesurer votre taux de couverture des tests et qui vont vous dire, voilà, votre code, il est couvert par les tests à 90%, 100%. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que passer, par exemple, de, 70% à 100%, ça peut être un effort énorme. Donc les tests, c'est quelque chose qui est assez coûteux à faire. Donc, le type d'outil qu'on a vu avant, ça peut être assez intéressant pour ça. C'est coûteux en termes de développement, mais aussi en termes de maintenance. Parce que quand vous faites évoluer le code, il faut faire évoluer les tests. Et il y a un truc aussi qu'on pense rarement, c'est en termes d'exécution. Il y a certains projets qu'on suit qui ont des phases de build de plusieurs heures. Du coup, ça veut dire pour faire de l'intégration continue, donc faire ça plusieurs fois dans la journée, c'est un petit peu limite. Et aussi, on va de plus en plus vers le cloud. Et du coup, quand vous payez vos machines à l'usage, c'est quand même un point qui peut être un peu critique. Et en plus, la politique du chiffre, donc dire, voilà, je cible 95%, 100%, du coup, ce qu'on voit, c'est que les développeurs, ils font des tests un peu bidons, juste pour dire, j'ai testé mon code. Donc nous, par exemple, ce qu'on propose concrètement, c'est d'orienter sa stratégie de test en priorisant les tests. Alors, comment on fait ça? On identifie dans l'application, donc à partir du code, mais aussi à partir d'actions de l'utilisateur, qui va dire, cette fonctionnalité-là, donc je parle d'authentification, c'est un truc super important au niveau fonctionnel. Telle partie, je parle de back-office, ça me concerne moi, c'est moins important. On va aussi dire, nous, de manière automatique, on va regarder dans le code tous les traitements qui nous paraissent risqués. Quand je dis risqués, c'est des traitements qui sont complexes, qui sont où nous, on a repéré des bugs dans le passé. On se dit qu'il y a matière à ce qu'on en retrouve de nouveau. On croise tout ça, et du coup, on peut sortir ce genre de représentation en disant, dans votre application, il y a telle partie qui devrait être testée en premier. Donc ça, du coup, ça peut parler à des gens qui font pas du tout de test et qui savent pas par quoi commencer. Et nous, c'est vraiment ce qu'on voit le plus chez nos clients. Alors, en fait, il y en a très peu qui font des tests unitaires. Et du coup, ça permet de dire, voilà, j'ai envie de commencer, mais je sais pas par quoi. Commencer par tel module. Ça paraît plus intéressant. Et tout ça, on le croise aussi avec l'effort à faire pour faire ces tests. Donc on a un ensemble de métriques, de mécanismes qui permettent de dégager tout ça. Donc ça, c'est la phase développement. Si maintenant je monte vers la phase test-validation, donc la phase quality assurance, je ne sais pas votre expérience, mais nous, ce qu'on voit, c'est que c'est toujours un point d'achoppement. C'est-à-dire que les développeurs produisent un livrable, le donnent à l'équipe QA, et puis là, ça coince. Des fois, ça passe même pas les premiers tests. Donc nous, c'est vraiment ce sur quoi on travaille le plus en ce moment, c'est essayer de faciliter ce passage du dev vers le QA. Concrètement, un point qui nous paraît super intéressant,
et qui a vachement d'écho parmi les clients, c'est l'équipe QA, elle sait rarement qu'est-ce qui a été modifié exactement dans l'application. Donc au départ, vous êtes en mode Scrum, vous faites des user stories, vous faites vos développements, vous passez ça à l'équipe de test. L'équipe de test, elle teste les user stories. Par contre, la plupart du temps, les développeurs, ils ont fait aussi d'autres développements, ou soit des choses qu'ils ont pas, voilà, qu'ils ont fait comme ça à droite à gauche en se disant il n'y a pas d'incidence, soit ils ont été un petit peu plus loin que les user stories, soit les user stories elles-mêmes, elles ont un petit peu changé de périmètre et ça n'a pas été forcément bien tracé. Et du coup, l'équipe de test, quand elle doit tester un livrable, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle doit tester. Il y a aussi toute la gestion dans la programmation objet, notamment. Vous modifiez des choses, je sais pas, dans les couches basses. En fait, ça a un impact énorme auquel vous attendiez pas. Donc nous, ce qu'on fait concrètement, c'est essayer d'identifier tous ces impacts et de les restituer, mais de manière fonctionnelle. Donc on va pas seulement dire c'est la classe Tartampion qui a été modifiée. Nous, notre but, c'est vraiment de dire c'est le module back-office, c'est le module gestion des clients, c'est le module ajout d'un client qui a été modifié. Donc, à quoi ça peut ressembler? Donc on a ce type de représentation où on est capable de modéliser l'application, mais sous un angle... Ouais. Oui. Pardon? Chez nous, non. Non. Non, par contre, on a une phase QA. Nous, notre système, on fait des tests unitaires, on finit notre livrable, on le teste. Nous, on a vraiment une phase. Alors nous, quand je disais tout à l'heure en Scrum, on est une vision pragmatique de Scrum. Nous, dans nos contextes, on ne fait pas de sprint. Ou alors, en fait, on va faire des macro-sprints. Et du coup, c'est comme si on avait un sprint de stabilisation à la fin. Oui, mais ce qu'on voit, nous, dans le projet, c'est que c'est toujours comme ça. Moi, j'ai pas encore vu lancer le projet où ça se passait pas comme ça. Mais je dis pas que ça n'existe pas, parce que j'ai vu des retours d'expérience. Hein. Mais nous, on n'a jamais été au contact. Alors nous, en fait, on travaille surtout avec des grands comptes aussi. Hein. Après, nous, mais attention, on vise pas que ça. C'est-à-dire dans le processus, le principe, justement, c'est de dire, en cours du développement, si vous, effectivement, vous avez une équipe qui fait les tests en même temps, justement, c'est aussi ça le fond du discours, c'est de dire, vous avez toujours la visibilité sur ce qui est en train d'être développé. Donc effectivement, si vous dites, voilà, je veux tester la version en cours, à ce moment-là, vous verrez qu'est-ce qui a été modifié. Ouais. Ouais. Mm. Mm. Alors nous, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que nous, on travaille vachement sur la qualité dès le début. Du coup, nous, c'est un aspect qui est pris en compte vraiment dès le début. On a des tests unitaires, des tests d'intégration qui sont faits dès le début. Ensuite, les retours, quand on a fini une version, la phase de stabilisation, les développeurs, ils sont encore dessus. Ils ne sont pas passés à autre chose. Parce que justement, c'est les développeurs qui font les tests. Mais c'est ce que je disais au début, nous, c'est un modèle qui nous va très bien. Je ne dis pas qu'il va à tout le monde. Hein, ouais. Mais par contre, nous, on adresse aussi le cas où vous faites du vrai Scrum, donc sans phase de stabilisation. Mais si je répète, c'est un cas qu'on n'a encore jamais vu. Ouais, donc ça, c'est un modèle qui permet de modéliser l'application sous un angle fonctionnel. Le but, c'est de dire, quand on repère des défauts ou des modifications dans l'application, plutôt que de se rattacher au code, c'est essayer de remonter ça à un niveau qui parle à toute l'équipe. Donc aux développeurs, mais surtout aux testeurs et autres. Donc ça, c'est un modèle. Alors bon, nous, on est capable de remonter des choses à partir du code. Enfin, on a des analyses sémantiques. Mais après, le client lui-même, il crée ses modules avec son propre vocabulaire. Après, il y a une gestion de correspondance avec le code qui est faite automatiquement. Et donc après, l'idée, c'est de montrer à tout moment qu'est-ce qui a été impacté ou pas. Donc là, dans ce modèle, on verrait par exemple que le module de login, il a été modifié à 100%, il est tout rouge, alors que des modules verts ici n'ont pas du tout été modifiés. Donc après, évidemment, on peut rentrer en drill down et puis voir précisément qu'est-ce qui a été modifié, pourquoi, etc. Donc là, le but, c'est vraiment l'équipe de test, elle réceptionne un livrable,
elle accède à ce tableau de bord. Alors, on cherche pas à dire que ça fait tout, mais ça lui fait vraiment un support. Pour nous, un outil, c'est un support. Ça lui fait vraiment un support pour orienter sa stratégie de test. En disant, tel module, le login, j'avais pas pensé qu'il était modifié, c'était pas défini comme ça. Finalement, il faut que je pense à le tester. Un autre exemple, alors nous on travaille avec un gestionnaire d'issue de bugs qui s'appelle Jira. Un exemple pour formaliser une user story, donc nous elles sont formalisées dans un outil. Nous ce qu'on rajoute à ces user stories justement, c'est ces indicateurs. Donc des indicateurs de qualité, en disant ok peut-être que cette user story elle est faite, donc elle a été totalement développée. Par contre, il y a un niveau de qualité qui est quand même lamentable. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de vraiment commencer à la tester? Donc, il y a toute une logique de logo avec des petits nuages, des soleils et autres. On peut avoir le détail ensuite. Et après, il y a toute cette notion d'impact, en disant cette user story, voici les modules fonctionnels, quel impact, et auxquels on ne s'attendait pas forcément. Le dernier point, c'est aborder la mise en production, donc dire j'ai fait ma phase de test, j'ai quasiment terminé, et à quel moment je mets en production. Donc ça, on voit que c'est un sujet qui est assez délicat dans le processus, donc nous on travaille dessus. La première chose, c'est l'aspect du done, donc dire ça, dans l'agilité on en parle toujours, le done, à quel moment on considère qu'il y a le done. Donc nous on travaille sur des indicateurs justement pour aider l'équipe à dire voilà, ça c'est terminé, ça je peux le déployer. Donc des indicateurs qui sont basés sur la qualité, sur des modifications et autres, je ne vais pas revenir dessus. Et après il y a un autre aspect intéressant, c'est quand vous faites une version qui est en QA, donc vous allez faire des livraisons successives, ce qu'on voit bien c'est qu'il y a un niveau, il faut que vous arriviez à stabiliser le développement. Donc en gros, le nombre de modifications dans le code, au fur et à mesure, doit baisser. Donc, au tout début, vous avez fait beaucoup de modifs, vous allez faire forcément des corrections, et ces corrections, ça doit être de plus en plus petit. Et une fois que ça se termine, ça veut dire aussi que la version elle est prête, elle est peut-être prête à être déployée. Et ce qu'on peut montrer par exemple, c'est de dire sur une courbe comme ça, attention, là il y a une version qui paraît pas très déployable du fait qu'il y a eu beaucoup de modifications qui ont été introduites tout d'un coup. Donc on n'est plus sur la courbe de dire là j'ai de moins en moins de choses à faire, je peux déployer. Donc c'est le type d'indicateur qu'on peut proposer pour aider la décision de dire est-ce que je déploie ou pas. On travaille aussi sur tout un aspect, quand vous êtes côté exploitant, pour vous c'est utile de savoir qu'est-ce qui a changé dans l'application, mais aussi au sens je sais pas, configuration, au sens je sais pas si vous avez des services web, du coup ça peut avoir un impact avec d'autres modules, d'autres applications. Donc on travaille aussi sur cet aspect-là. Donc on parle beaucoup de continuous delivery en mode agile, donc dire effectivement au fur et à mesure qu'on build, les tests sont faits automatiquement et du coup on est capable de déployer automatiquement. Bon, c'est quand même encore super rare, mais si on veut faire ça, et je dis pas qu'on va pas y arriver justement, il faut qu'on ait des éléments un peu plus automatisés pour dire est-ce qu'on est capable de déployer ou pas. Donc je termine juste en disant que la méthodologie c'est je pense que c'est évident, mais des fois j'ai l'impression qu'on l'oublie un petit peu. Ça doit être au service de son activité, de son business. Nous on a une vision super pragmatique de la chose. Alors des fois qui est un peu en contradiction avec ces méthodologies. En même temps, pour moi agile c'est aussi être réactif par rapport aux besoins qu'on détecte chez les clients, donc sur ce qu'ils font vraiment, et de pas planer avec des choses qui sont dans les bouquins. On est tous d'accord pour dire que l'humain, effectivement, c'est essentiel. Je pense que c'est un des messages clés de l'agile, mais que les outils, faire tout ça sans outillage, ça paraît quand même assez surprenant. Voilà. Alors, on peut quand même dire qu'il y a des fondements théoriques à la base sur l'outil qui sont forts. Tu es passé peut-être rapidement dessus, mais si vous êtes à Lyon, c'est pas par hasard, c'est parce qu'au départ il y avait une équipe de recherche là-bas. Tu veux peut-être en dire un mot? En fait, le projet, on l'a mis en œuvre avec l'INSA, un département de l'INSA, où on a vachement bossé sur l'aspect calorimétrie. Là, j'ai essayé d'être assez macro, mais on fait des choses assez précises. Justement, quand je parlais de la priorisation sur les tests, on a des algos
On a fait des publications je pense assez intéressantes sur le sujet et qui commencent à être reprises. Et sur l'aspect identification des modifications, je pense qu'il y a aussi des choses intéressantes. Moi, le discours que j'ai, c'est vraiment le côté pragmatique. Effectivement, en dessous, dans la plateforme, je pense qu'il y a des choses costauds, quoi. Et après, mais ce que j'essaye aussi de faire, c'est de parler à la fois des gens qui sont vraiment sur de l'agile, mais aussi à des gens qui en entendent parler, mais qui pratiquent pas encore vraiment. Et du coup, nous, on ne cherche pas à avoir un discours élitiste, parce qu'on sait qu'on ne parlera pas à grand monde. Voilà, et je continue un petit peu à faire ton VRP, mais c'est une solution qui marche en Java et en C#, et de techno, voilà. Et vous êtes déployé dans plusieurs comptes, je ne sais pas lesquels tu veux citer. Nous, on vise les grands comptes, donc on est depuis longtemps, comptes de SNCF, Société Générale, les Biomérieux et compagnie. Et maintenant, justement, on va de plus en plus. Donc ces comptes-là, avant, ils n'étaient pas du tout agiles. Donc on voit qu'ils commencent à rentrer dessus. Biomérieux, ils passent pas mal de leurs projets en agile. Ils commencent à être assez avancés. Mais maintenant, effectivement, on adresse plus des petites équipes. Donc on a changé un peu notre modèle tarifaire. On a changé un petit peu la façon de s'inscrire sur la plateforme. Et du coup, maintenant, on est capable d'adresser des petites équipes. Donc, du coup, en 1 heure, une équipe elle est capable de monter son projet sur la plateforme. En 1 heure garantie. Il nous reste quelques minutes pour des questions. Pour Callistic, plus immédiatement. Pour NLive, si vous en avez d'autres. Au global, pour Microsoft, puisque je suis là. Est-ce que... Je suis sûr qu'il y a des questions. Voilà, il y en a une au fond. Je vais la répéter pour le micro. Je t'écoute. Voilà, donc vous avez commis le péché capital de ne pas prendre toute la méthode d'un coup. Comment et pourquoi vous avez écarté certaines parties de la méthode? Ça, je trouve que c'est un truc intéressant parce que je fais pas mal de conférences agiles en tant qu'auditeur, enfin pas mal, j'en fais quelques-unes. Et moi, j'entends souvent les deux discours en disant une méthodologie, si vous l'appliquez pas de A à Z, vous allez vous planter et vous vous étonnez pas si justement vous plantez. Et au contraire, d'autres qui vont dire telle méthodologie, c'est fait pour piocher dedans. Donc, il y a vraiment les deux discours. Nous, ce qu'on a retenu, c'est ce qu'on a appliqué, ce qui a marché. Et il y a effectivement des choses où on n'a même pas voulu y aller. Je vais me faire des ennemis, mais moi, le concept de vélocité, je trouve que c'est super intéressant. Et nous, on ne se l'applique pas. Parce que pour nous, juste que c'est pas nécessaire. Il y a plein d'éléments, je ne vais pas en discuter là. Mais pour nous, juste que c'est pas nécessaire. Il y a d'autres points. Je disais tout à l'heure... Ouais. Non, c'est ce que je disais. L'équipe, on la connaît, elle est vraiment stable depuis le début. On la connaît très bien. La motivation, on la gère vraiment très bien. On n'a pas en termes de date de livraison, on n'a pas d'impératif. La backlog, on la gère bien. Voilà, la vélocité, pour nous, on voit pas fondamentalement l'intérêt. Alors nous, on la gère, mais de notre façon, du coup. Et par exemple, on ne va pas gérer le nombre de points, on ne va pas faire de planning poker, etc. On l'a pas senti, donc on l'a pas. Je vous écoute, je vais juste répéter la question. Non, mais je pense que je vais parler assez fort. Juste pour rebondir sur la podcast, vélocité, donc si vous n'avez pas senti, ou en tout cas pas eu besoin de cet aspect-là de Scrum, comment vous donnez de la visibilité, comment vous planifiez? Comment on planifie sur la vélocité dans Scrum? Donc nous, ce qu'on fait, c'est tout bête. On a une backlog, alors nous, qui est gérée sur Jira. Donc tout le monde y a accès, et les prioriser. Donc ça, c'est moi qui fais ce boulot, en concertation avec les autres. On ne gère pas de points, mais on gère vraiment des charges. Donc nous, on gère en jours, en heures. Effectivement, c'est un peu la même notion dans le sens où c'est relatif. C'est pas parce qu'on dit que c'est un jour, ça sera forcément un jour. Mais par rapport à une autre tâche de 2 jours, on voit c'est un peu la même notion. On fixe une date de livraison. Et après, c'est pour ça qu'on utilise un peu les mêmes mécanismes. Après, on va dire, voilà, la backlog, on l'arrête à tel niveau. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas de soucis. Autre question peut-être sur l'outil comme sur la méthode? Est-ce que vos clients rentrent dans l'agilité par du test unitaire? Est-ce que vos équipes rentrent dans l'agilité par du test unitaire? C'est le mode de fonctionnement habituel, ça? Parce que c'est ça que tu nous as dit. Hein.
Alors nous, ce qu'on voit, c'est que nos clients, ils font très peu de tests unitaires. Déjà, quand on parle de tests unitaires, on parle rarement de la même chose. On a des clients qui font des tests unitaires, mais un peu à la mano. Donc, je sais pas, il y a quelques classes par-ci, par-là, mais sans framework. Hein? Bah, c'est-à-dire, pour nous, un test unitaire, comme on est au sens du code, un test unitaire, que ce soit en .NET, en Java, c'est un test qui repose sur, au sens du code, au sens développeur, c'est un test qui repose sur un framework. Donc, c'est tester une méthode. Donc, je suis vraiment sur XP. C'est tester une méthode de code. Voilà. Donc après, il y a des clients, non, ils vont pas tester comme ça. Ils vont tester. Ils auront des classes qui vont exécuter à la main, donc basé sur des frameworks. Puis en fait, ils vont tester une partie de l'application. Donc une classe, 2-3 classes. Alors ce que disait tout à l'heure l'autre société, c'était qu'un test normalement, il doit être un peu moqué. Donc il doit être bouchonné pour tester précisément ce qu'on teste sans être pollué par l'ensemble. Voilà. C'est ça l'idée. Et on voit bien que voilà, on peut dire plein de choses. Nous, on a commencé par faire plein de choses assez avancées sur les tests, mais on s'est aperçu qu'en fait, les équipes sur le terrain sont pas encore très avancées. Je pense que la population qui est là, si vous assistez à ce genre de conférence, vous avez sûrement une autre vision. Mais nous, les projets qui passent chez nous, voilà, c'est des projets courants, quoi. Il n'y a pas forcément de consultants agiles dessus. Donc ils ont une vision assez différente. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on clôt la session? Comment est-ce qu'on te retrouve? Sur Calystiq.com? Sur Calystiq.com. Écoutez, merci d'avoir assisté à la session. La prochaine session est dans un quart d'heure, si vous voulez agripper les intervenants. Et sinon, je vous retrouve en bas.